On vous a dit que la prochaine pandémie commencerait dans une ville surpeuplée, mais le virus respiratoire le plus mortel aux États-Unis suit une règle différente. La NASA surveille un agent pathogène avec un taux de mortalité de 38%, qui transforme des zones géographiques vierges et intactes en zones mortelles. C'est plus mortel que de jouer à la roulette russe avec 2 balles. La Terre possède une défense biologique intégrée qui utilise les phénomènes météorologiques pour déclencher des épidémies, et la NASA sait où elle frappera ensuite. En mars 2026, un homme de 60 ans a été admis dans un hôpital de Santa Fe, ayant du mal à respirer. Il n'avait pas voyagé à l'étranger. Il n'était pas passé par des centres de transit bondés. Il était simplement resté chez lui, sur sa propriété rurale dans le nord du Nouveau-Mexique. Quelques jours plus tard, le diagnostic est tombé. Syndrome pulmonaire à hantavirus. Premier cas confirmé de l'année au Nouveau-Mexique. L'homme a survécu après plusieurs jours en soins intensifs. Il a eu de la chance. Les registres de mortalité des CDC montrent que beaucoup de patients ne quittent jamais l'hôpital. Ce taux de mortalité de 38% s'est maintenu pendant plus de 3 décennies de suivi. La Stanford Medicine situe la moyenne américaine à long terme, autour de 35%. Dans les 2 cas, l'hantavirus compte parmi les maladies respiratoires les plus mortelles surveillées en Amérique du Nord. Aucun traitement antiviral n'existe. Lorsque les symptômes pulmonaires graves surviennent, le traitement repose alors uniquement sur des soins de soutien, comme des respirateurs, de l'oxygène et un maintien de la pression artérielle. Le virus progresse très vite dès que les poumons se remplissent de liquide. Le patient de Santa Fe a survécu grâce aux 30 ans d'expérience du Nouveau-Mexique dans la détection précoce des symptômes. Dans les États ayant peu d'antécédents d'exposition, les cas précoces sont facilement confondus avec la grippe ou une pneumonie jusqu'à l'apparition d'une détresse respiratoire. Mais les dossiers de surveillance du CDC révèlent une autre tendance choquante. Depuis 1993, 94% des cas américains surviennent à l'ouest du fleuve Mississippi. Pas la plupart, mais presque tous. Le Nouveau-Mexique à lui seul a enregistré plus de 140 infections confirmées. Le Colorado en compte plus de 120. L'Arizona possède des couloirs d'exposition à travers des zones désertiques et boisées isolées. Ensuite, nous regardons l'autre côté de la carte. 10 États n'ont jamais signalé un seul cas. La liste comprend l'Alabama, la Géorgie, l'Ohio et le New Jersey. Les États qui abritent entre les villes les plus grandes et les plus animées, aucun d'entre eux n'en a jamais enregistré un seul. Et puis ça s'arrête. La répartition sur la carte chute brusquement. Plusieurs États avec d'importants centres de population n'ont jamais enregistré un seul cas confirmé. Le cas de Santa Fe n'est pas inhabituel. Il est assez représentatif. L'emplacement change, mais le résultat reste le même. Faible population, habitat de rongeurs indigènes, terrain sec et accès médical limité. En février 2025, Betsy Arakawa, l'épouse de l'acteur Gene Hackman, est décédée de la même maladie dans leur maison de Santa Fe. L'exposition a eu lieu sur une propriété rurale et tranquille, avec un air pur et des voisins éloignés. Les enquêteurs ont ensuite trouvé des nids d'eau de rats dans les dépendances autour de la propriété. Cela remplissait toutes les conditions pour le virus, et la NASA y prête attention. Le satellite pouvait voir ce que personne d'autre au sol ne pouvait voir, et cela a tout changé. La Covid s'est propagée par les aéroports, la grippe se propage dans les bureaux. Plus le paysage semble propre, plus il convient parfaitement au système de transmission. L'hantavirus n'entre pas dans cette catégorie. Le principal vecteur aux États-Unis est la souris sylvestre. Elle est petite, très mignonne, et semble totalement inoffensive. En 1993, des équipes du CDC ont capturé des souris sylvestres dans toute la région des Four Corners, lors d'enquêtes sur des épidémies, et ont constaté des taux d'infection atteignant près de 30% dans certaines populations. La souris, elle, ne tombe pas malade. Et elle ne semble pas non plus développer de symptômes. Et il n'y a pas non plus de mortalité massive. Cela signifie qu'il n'y a aucun signe d'alerte pour les humains. Le virus se propage par l'urine, la salive et les excréments de la souris. Une véritable cellule dormante du monde animal qui dissémine du matériel infectieux dans l'environnement. L'Université du Nouveau-Mexique a depuis élargi la carte des menaces. Plus de 30 espèces de petits mammifères dans l'État ont été positives au test d'exposition au hantavirus. La liste comprend les spermophiles, les tamias, les souris à pattes blanches et les souris des moissons. Le réservoir animal n'est pas une seule espèce, c'est toute une classe d'animaux. En janvier 2026, le comté de San Diego a signalé qu'une souris des moissons de l'Ouest s'était révélée positive au hantavirus. Les équipes de santé publique ont émis des avertissements immédiats, malgré l'absence d'infection humaine confirmée à ce moment-là. Les porteurs apparaissent dans des endroits où personne ne s'y attend. La souris dans votre garage n'est pas le danger. Ce sont celles des grands espaces ouverts. La contamination s'accumule, puis les gens arrivent. Il y a une raison à cela.
En ville, rats, bruns et souris domestiques supplantent les espèces locales en accaparant nourriture et abri, au détriment de la souris sylvestre. Dans l'Ouest vaste et ouvert, personne ne lui fait concurrence. La souris sylvestre se reproduit jusqu'aux limites imposées par la nature, pas par celles d'une ville. Le sud-ouest américain ne tolère pas les conditions qui favorisent la prolifération des virus typiques. La faible humidité conserve les excréments desséchés plus longtemps. La faible présence humaine signifie que la charge virale s'accumule au fil du temps, avant que quelqu'un n'entre en contact avec elle. La propriété de Santa Fe, où le cas de mars 2026 a commencé, est exactement le genre d'endroit où il prospère. La maison de Hackman Arakawa était pareille. Et il en va de même pour les lieux de travail du comté de Mono, en Californie, où 3 personnes sont mortes en 2025. Ce foyer a été signalé comme inhabituel. Aucune de ces victimes n'avait pris de risque. Ils vivaient et travaillaient dans des environnements parfaitement adaptés aux porteurs. Le volet financier de l'équation aggrave la situation. Les budgets de santé publique, la couverture médiatique et l'attention politique ciblent surtout les zones denses et peuplées. Les financements servent au contrôle des moustiques à Miami. Les subventions vont à la surveillance des maladies dans les villes portuaires. La presse se rend au prochain foyer urbain. Le hantavirus se trouve à l'opposé sur cette carte. Il n'y a presque aucun gros titre et presque aucun système financé pour riposter. La géographie détermine qui est vulnérable. Des chercheurs sur le hantavirus dans le nord de la Suède ont constaté que les habitants des zones rurales forestières avaient bien plus d'anticorps que ceux des villes voisines. Vivre dans un paysage différent avait déjà modifié la familiarité de leur système immunitaire avec le virus, avant même que les infections ne deviennent graves. Ce schéma ne se limite pas à la Suède. Une étude menée en 2019 dans des communautés rurales de Finlande a révélé le même gradient immunitaire. Les personnes ayant passé leur vie dans des paysages boisés présentaient des profils d'anticorps différents de celles qui étaient arrivées là depuis les villes. Le corps apprend du paysage qu'il habite. Déplacer ce corps vers un nouveau paysage, et l'apprentissage repart de zéro. Dans les régions endémiques, les habitants sont souvent exposés de façon répétée au virus à faible dose, ce qui permet au système immunitaire de développer une certaine familiarité avec lui. Les nouveaux arrivants font face au virus sans exposition préalable, ce qui les place en net désavantage immunologique. Ce schéma apparaît à plusieurs reprises dans les enquêtes de cas menées par le CDC. Dans les infections graves à hantavirus, le virus cause certains dommages au tissu pulmonaire, mais cela ne suffit pas à tuer le patient. Le système immunitaire ne reconnaît pas la menace assez rapidement. Ensuite, il surcorrige de façon catastrophique. Il inonde le tissu pulmonaire de liquide, et c'est ce combat qui tue le patient. En avril 2026, une épidémie sur une croisière dans l'Atlantique a suivi la même tendance. Un passager a eu une légère fièvre et un mal de tête. Les symptômes se sont aggravés, et seulement une semaine plus tard, ses poumons se sont remplis. Il est mort le même jour. Les 86 passagers de cette croisière venaient de 23 pays différents, Sainte-Hélène et l'île de l'Ascension, tous des endroits isolés. Le réservoir de porteurs patientait là depuis des années. Les poumons d'un touriste descendant de ce navire ont constitué la brèche. Le virus est une balle, et la géographie ainsi que la biologie sont les armes. En 2012, le parc national de Yosemite a enregistré un groupe de cas de maladies respiratoires graves, parmi les visiteurs séjournant à Curry Village. Il y a eu 10 infections confirmées. 8 ont évolué vers le syndrome pulmonaire à hantavirus, et 5 ont nécessité des soins intensifs. 3 d'entre eux sont décédés. Les enquêteurs du CDC et du département de la santé publique de Californie ont attribué l'exposition à une unique défaillance de conception structurelle. Le parc avait installé des tentes cabines à parois en toile avec des cavités murales internes isolées avec de la mousse. Ces cavités sont devenues des lieux de nidification pour les souris sylvestres, et à la fin de l'été, la population a explosé. Les visiteurs n'ont pas été mordus. Ils n'ont manipulé aucun rongeur. Ils ont déballé leurs bagages, traversé la pièce, ouvert une fenêtre et posé une valise sur un lit. Cela suffisait. Les excréments séchés dans l'isolant se sont réduits en particules microscopiques, qui se sont dispersés dans l'air de la cabane. Le virus reste viable dans les excréments séchés jusqu'à 3 jours. Toute surface ayant hébergé des rongeurs assez longtemps devient un vecteur de transmission. L'environnement était déjà contaminé. Les mouvements humains ont déclenché l'exposition. Chaque respiration l'emmenait plus loin, et les poumons faisaient le reste. Après le foyer de Yosemite, le service des parcs a envoyé des alertes. Environ 260 000 visiteurs étaient restés dans le parc pendant la période d'infection. Ils ont tous reçu l'avis. Les autorités sanitaires de 39 pays l'ont reçu aussi. Les cabanes y ont été fermées et démolies. 9 des 10 cas ont été attribués à ces chambres. Le porteur n'a pas besoin d'être visible. Les excréments n'ont pas besoin d'être évidents.
Il suffit que le sol ait été habité assez longtemps pour que la poussière s'accumule. Ensuite, il suffit qu'elle soit dérangée. Nettoyer un espace clos infesté de rongeurs est l'acte le plus risqué qu'une personne puisse faire. Cela inclut balayer le sol d'une cabane, passer l'aspirateur dans un abri ou secouer une bâche. Cela concerne aussi le déplacement de bois empilé, l'ouverture d'une grange après l'hiver ou le fait de remuer l'isolant. Chacune de ces actions peut libérer assez de particules pour donner une dose mortelle. Lorsque le cas de mars 2026 a été annoncé, le département de la santé du Nouveau-Mexique a conseillé aux habitants de ne surtout pas balayer les excréments de rongeurs. À la place, ils devraient les imbiber d'une solution d'eau de javel à 10% les ramasser avec des gants et des chiffons jetables. C'est une recommandation, mais elle n'est pas imposée. En dehors des zones rurales du sud-ouest, le virus reste encore mal connu. Le schéma de propagation est le même partout où le virus apparaît, et il a tendance à se déplacer dans la même direction à chaque fois. En Argentine, la saison du hantavirus 2025-2026 a déjà produit 101 cas confirmés, soit le double de la saison précédente. Le pays a enregistré 32 décès jusqu'à présent. Une alerte sanitaire émise en décembre 2025 a signalé le même schéma dans tout le cône sud. Les pays touchés étaient l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Paraguay, le Brésil, le Panama et l'Uruguay. C'est un phénomène courant. Et à mesure que la population diminue, l'infection s'intensifie. Et ce n'est pas limité à l'Amérique du Sud. L'Europe présente la même répartition. La Suède, l'Allemagne et la Finlande connaissent toutes des périodes annuelles dans les régions rurales du pays. La Russie européenne enregistre 8000 cas par an, principalement dans les régions forestières. Regardez les foyers sur une carte. Ce sont les zones vides qui produisent les cas. Les vastes zones urbaines denses ne produisent rien. La souris sylvestre ne vit pas en ville. La banlieue d'Atlanta compte beaucoup de rongeurs, tout comme le centre de Chicago et le centre de Los Angeles. Le risque de hantavirus dans ces endroits est quasiment nul. Les zones mortelles coïncident plus souvent avec des destinations que l'on retrouve dans une brochure de vacances. La carte s'étend du nord du Nouveau-Mexique à l'ouest du Colorado et à l'est de l'Arizona. La partie européenne couvre le nord de la Suède et les contreforts bavarois. La région des lacs de Patagonie marque l'extrémité sud. Le risque n'est pas statique. Il augmente parce que les populations de rongeurs ne sont pas statiques non plus. Elles peuvent exploser, s'effondrer, puis exploser à nouveau. Et ces cycles ne sont pas aléatoires. Ils suivent des déclencheurs écologiques, qui opèrent sur des cycles de plusieurs années, ce qui signifie que le terrain est périodiquement rechargé. Mais il y a aussi une structure plus profonde sous le cycle, quelque chose qui détermine quand tout cela se produit. Et cela n'est pas local. Le processus qui transforme le sol en arme est biologique, et suit une séquence que les chercheurs peuvent cartographier étape par étape. Cela commence par une année de forte production de graines, une période où les conditions s'alignent et où les plantes produisent des quantités de graines exceptionnellement élevées. Les pins pignons laissent tomber leurs noix, les arbustes produisent un excès de graines et les herbes envahissent le sol. Pendant un court instant, le paysage semble transformé, et ensuite, les souris réagissent. Une portée typique de souris sylvestres compte de 4 à 6 petits. Une femelle peut avoir 3 ou 4 portées au cours d'une bonne saison. En temps normal, la nourriture et l'abri limitent le nombre de survivants. Lors d'une année de forte production de graines, ce plafond disparaît. Les cycles de reproduction se raccourcissent et les taux de survie augmentent. Les prédateurs comme les coyotes, hiboux et serpents ne peuvent pas chasser assez vite pour suivre le rythme. En une seule saison, la population de souris sylvestres dans un canyon donné peut doubler, tripler, voire quadrupler. Dans la période précédant l'épidémie des Four Corners, en 1993, le nombre a augmenté d'environ 10 fois. Bob Parmenter, écologiste à l'Université du Nouveau-Mexique, a d'abord cartographié la séquence et mis en avant son calendrier. Le délai entre la poussée de végétation et le pic de population des rongeurs se mesure en mois. Le système se développe lentement, puis atteint soudainement son apogée. Plus de souris signifie plus de déjections. Plus de déjections signifie plus d'aérosols. La densité de porteurs dans la nature ne cesse d'augmenter. Chaque tronc creux, chaque cavité dans un mur, chaque sol de remise dans la zone touchée finit par abriter des animaux infectés. Le risque d'exposition augmente d'un ordre de grandeur. En temps normal, un randonneur lors d'une année calme croise 1 ou 2 souris par acre de forêt de pins pignons et de genévriers. Lors d'une année de pullulation, ce nombre peut atteindre 15 ou 20. Cela se produit encore et encore lorsque les conditions sont parfaitement réunies. Le désert reçoit la pluie, les plantes réagissent et les souris se multiplient. Les excréments s'accumulent et la poussière devient biologiquement active. La séquence de 1993 montre à quoi ressemble tout le déroulement. L'hiver humide de 1992 et 1993 a produit une récolte record de pignons dans certaines régions du Nouveau-Mexique. Dans les mois qui ont suivi,
La densité de souris sylvestres dans les canyons touchés a dépassé le niveau normal. Ce n'était qu'une question de temps. Le 14 mai 1993, le premier patient connu s'est effondré alors qu'il se rendait à des funérailles dans la région des Four Corners. À ce moment-là, la réaction en chaîne écologique s'était déjà achevée dans toute la zone des rongeurs porteurs. Le virus n'avait pas muté. Rien de nouveau n'avait évolué. Mais la population de souris avait simplement franchi un seuil critique où le passage à l'humain devenait statistiquement inévitable. Le même schéma sous-jacent, changement environnemental, expansion des rongeurs, contact humain, s'est répété avec des variations régionales lors de chaque grande année de recrudescence depuis. Comparez ce qui se passe ici à d'autres menaces zoonotiques. La grippe aviaire nécessite un changement génétique complexe dans un environnement d'élevage de volailles. Ebola dépend des contacts entre chauves-souris et primates, que les experts prédisent mal. La maladie de Lyme suit la densité des tiques, en constante évolution dans les forêts fragmentées. Le hantavirus suit une seule chaîne de causalité. La cascade est documentée. Cela se produit encore, et ce n'est pas aléatoire. Les mêmes conditions écologiques à l'origine des poussées de rongeurs sont visibles depuis l'orbite. En juillet 2006, des chercheurs associés à l'université Johns Hopkins et à l'université du Nouveau-Mexique ont publié un modèle prédictif utilisant des images satellites, Landsat, de la NASA, pour prévoir les zones à risque de hantavirus dans le sud-ouest des États-Unis. Cette prévision a permis deux choses. Elle a signalé la région centrale des Four Corners comme zone à haut risque, mais elle est allée encore plus loin. Elle a désigné le sud du Colorado et le centre-nord du Nouveau-Mexique comme devenus dangereux en 2006. Ces endroits avaient auparavant été classés comme à faible risque. Les cas qui ont suivi correspondaient à la carte. C'était la première prévision d'une épidémie de maladies infectieuses, évaluée par les pairs, jamais réalisée depuis l'espace. Le système s'appuyait sur des signaux de la végétation mesurés depuis l'espace, indiquant le degré de verdure d'une parcelle. La résolution est suffisamment fine pour détecter des pulsations de végétation de moins d'1 mile de large. Les capteurs Landsat prennent cette image en continu, année après année. Des travaux antérieurs de la même équipe avaient remarqué ce schéma. Le signal de la végétation apparaissait des mois avant les pics de population de rongeurs, et les pics de rongeurs apparaissaient avant les infections humaines. Regardez le désert depuis l'orbite. Attendez 12 mois et l'épidémie apparaît. La prévision s'est à nouveau révélée exacte lors de la saison 2015-2016. Des alertes précoces concernant un risque accru de hantavirus ont été envoyées dans tout le sud-ouest et au Mexique. Les cas au Colorado et au Mexique ont augmenté conformément aux alertes. Landsat est bien plus qu'un simple outil scientifique passif. C'est, entre autres, un système actif de prévision des épidémies, pour l'un des agents pathogènes respiratoires les plus mortels des Amériques. Les données sont traitées, les cartes de risque sont élaborées. Les services de santé des États et des tribus du Sud-Ouest sont informés. La verdure sur une étendue de broussailles du Nouveau-Mexique en 2026 est un signe précoce d'alerte. Cela indique des cas qui arriveront dans les cliniques d'ici 1 à 2 ans. Le dispositif va désormais au-delà de la prévision académique. Le programme de prévision des maladies de la NOAA, qui avait alerté en 2015, utilise toujours les flux satellites actuels. L'alerte de décembre 2025 pour le cône sud s'est appuyée sur les données de précipitation et de végétation de la NASA, ainsi que sur des rapports de terrain. Les agences d'État du Nouveau-Mexique, du Colorado et de l'Arizona reçoivent des briefings d'alerte précoces. Le signal passe du capteur orbital au bureau de santé du comté en quelques semaines. La portée est plus grande qu'il n'y paraît. L'agence connue pour les alunissages et les rovers martiens gère également le système de prévision du hantavirus le plus précis jamais conçu. Ce système fonctionne. Il a eu raison à plusieurs reprises. Elle publie des cartes de risque 1 an à l'avance, et cela prouve que la carte n'est plus stable. Pendant 30 ans, le risque de hantavirus dans les Amériques suivait une géographie prévisible. Le sud-ouest des États-Unis, le cône sud de l'Amérique du Sud, et des régions boisées dispersées dans le nord de l'Europe. Mais cette frontière est en train de bouger. En 2025, la surveillance hebdomadaire du CDC a enregistré des cas confirmés dans le Wisconsin et le Nevada. Ces deux États n'ont pratiquement aucun antécédent avec le virus. La Louisiane a signalé 2 cas non liés. Ces détections ont permis de confirmer en laboratoire des cas dans le sud-est des États-Unis pour la première fois depuis le début de la surveillance. Il ne s'agit pas d'une expansion vers des zones adjacentes. Ces cas apparaissent dans de nouveaux contextes écologiques. L'Argentine représente le changement le plus spectaculaire à l'échelle mondiale. La Patagonie dominait l'activité du hantavirus. Elle se trouvait à l'extrémité sud, dans les contreforts froids des Andes, avec une population de rongeurs importante. Dès la saison 2025-2026, le centre de gravité s'était déplacé. La province de Buenos Aires, la plus peuplée du pays, est désormais en tête avec 42 cas confirmés pour la saison.
La maladie quitte le sud froid et isolé. Elle se dirige vers la ceinture agricole centrale, où la densité périurbaine est bien plus élevée qu'en Patagonie. L'Europe évolue également. Dans le nord de la Suède, l'activité du virus continue de suivre les écosystèmes en lisière de forêt, mais les données montrent une expansion vers des zones où l'incidence historique était plus faible par rapport aux décennies précédentes. L'Allemagne et les régions voisines d'Europe centrale ont connu une augmentation des épidémies dans les districts boisés, suivant les cycles de population. La zone à risque s'élargit. À mesure que la zone s'approche des centres de population, la maladie touche de nouveaux individus. Ces personnes ont encore moins de contacts préalables avec l'agent pathogène. Les communautés isolées qui étaient auparavant les plus touchées avaient au moins déjà rencontré l'animal porteur. Les nouvelles zones, non. Les chiffres le montrent aussi. Les taux de mortalité en Argentine ont atteint jusqu'à 39% lors de la saison 2025-2026, bien au-dessus de la moyenne de 22%. Plus le système est inconnu de la population hôte, plus le taux d'effondrement physiologique a tendance à être élevé dans les cas graves. La frontière n'est pas la seule chose qui change. La population qui rencontre le virus à cette frontière évolue elle aussi. Pendant 30 ans, le risque de hantavirus dans le sud-ouest américain a surtout concerné les personnes étroitement liées à la terre, les éleveurs, les communautés tribales, les travailleurs forestiers et les habitants des zones rurales, qui avaient grandi à proximité du réservoir de porteurs. Ils n'étaient pas immunisés au sens clinique du terme, mais ils étaient exposés à de faibles doses de manière répétée pendant des années. Mais la population qui entre maintenant dans la zone à risque est différente. La migration liée au télétravail s'est accélérée en 2020 et ne s'est pas inversée. Le Bureau du recensement des États-Unis a enregistré une croissance nette de la population dans les comtés ruraux du Nouveau-Mexique, du Colorado, du Montana et de l'Idaho jusqu'en 2023 et 2024. Les gens s'installent dans des zones à hantavirus en venant des villes côtières, des environnements suburbains, de lieux où la souris sylvestre ne faisait pas partie du paysage dans lequel ils ont grandi. Ils n'ont pas les bons réflexes face à ce pathogène. Ils achètent des terrains, ouvrent des dépendances, balayent les sols et déplacent du bois de chauffage précisément dans les environnements qui présentent la plus forte charge virale. Le département de la santé du Nouveau-Mexique a signalé cela directement dans son rapport annuel de surveillance des maladies de 2024. Le département a noté une augmentation des cas parmi les personnes récemment installées dans les communautés rurales par rapport aux résidents de longue date. L'écart n'est pas énorme, mais il est constant et il augmente. Le foyer de Yosemite en 2012 était un signal précoce de cette dynamique où des visiteurs urbains traversaient un environnement chargé sans l'exposition préalable qui aurait modifié leur réponse. Le foyer du comté de Mono en 2025 a reproduit ce schéma. Des travailleurs engagés pour des emplois ruraux de courte durée, venus de l'extérieur de la région sans antécédent d'exposition au hantavirus. Le virus ne devient pas plus agressif. Ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Il a toujours été là. La seule différence, c'est que les médias mettent maintenant cela en lumière et que la panique est réelle. La différence, c'est que la population qui y est confrontée est de moins en moins préparée. Et la question la plus profonde n'est pas la gravité à ce stade, c'est la propagation. Ce qui implique une cause. Quelque chose repousse cette frontière, à l'échelle mondiale. Quelque chose capable d'agir à une échelle supérieure à tout écosystème individuel. Un système capable d'influencer les précipitations, les cycles de la végétation, et la dynamique des populations de rongeurs à travers les continents simultanément. Un signal planétaire. Lorsque le Pacifique équatorial se réchauffe, toute la chaîne du hantavirus s'accélère simultanément sur plusieurs continents. Le sud-ouest américain devient plus humide, la Patagonie réagit, les sous-bois des forêts d'Europe centrale changent, tout cela en même temps, provoqué par le même changement de température à des milliers de kilomètres de là. Cette synchronisation n'est pas une coïncidence. L'oscillation australe El Niño, ou ENSO, n'est pas une anomalie météorologique occasionnelle. C'est une horloge planétaire qui se répète. Et le hantavirus fonctionne selon son calendrier. C'est la connexion clé. Parce que les précipitations déterminent la production de végétation. La production de végétation détermine la disponibilité de la nourriture. La disponibilité de la nourriture détermine la dynamique des populations de rongeurs et affecte la charge virale dans l'environnement. Tous ces facteurs déterminent le risque d'exposition. Le système complet fonctionne sur des cycles pluriannuels, souvent compris entre 3 et 7 ans selon la variabilité de l'ENSO. Le centre de prévision climatique de la NOAA peut détecter un El Niño en développement 12 à 18 mois à l'avance, bien avant que les effets au sol n'apparaissent. Cela signifie que le premier signal dans la chaîne du hantavirus ne se trouve pas dans le désert, mais dans l'océan Pacifique.
Les variations de température dans le Pacifique équatorial influencent l'atmosphère et modifient les précipitations mondiales. Ces changements se répercutent ensuite sur les écosystèmes, pouvant entraîner des fluctuations des populations de rongeurs et, avec elles, le risque d'exposition au hantavirus. La carte ne décrit plus où les épidémies se produisent, elle décrit où elles se préparent. Et cette préparation suit un cycle qu'aucune autorité locale ne contrôle et qu'aucune planification urbaine ne peut rediriger. Le déclencheur n'est pas dans le sol, il est dans l'océan. Il a fallu un paquebot de croisière en 2026 pour que le monde s'en rende compte. Des passagers isolés dans leur cabine, des vols d'urgence, des responsables de la santé en tenue de protection, le traçage des contacts à travers plusieurs pays. Le navire, le MV Hondius, est devenu le centre de l'attention internationale. Dès que les gens ont entendu parler de virus et de navires de croisière, les comparaisons avec le Covid ont commencé. Mais l'hantavirus n'est pas le prochain Covid. C'est différent. C'est brutal. Mais contrairement aux maladies typiques, il ne se propage pas facilement. C'est pourquoi la meilleure comparaison n'est pas le Covid ou la grippe. C'est en fait l'anthrax. Non pas parce que les maladies se ressemblent, mais parce qu'elles évoquent toutes deux des catastrophes localisées. Rares, liées à l'environnement, qu'on rencontre rarement dans la vie quotidienne, mais dévastatrices lorsqu'elles frappent. L'hantavirus ne menace pas de confinements mondiaux, mais il crée plutôt des zones de mortalité concentrées. Une cabane isolée, un avant-poste en forêt, un campement, un navire en mer. Soudain, l'isolement, que nous pensions sans danger, devient une menace. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte vraiment. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.